Merci Madame la Présidente. Alors, je vais faire cette intervention tout seul. Martine Lefriand est là devant moi, mais nous avons décidé que le temps qui nous était dévolu était relativement bref et que peut-être une intervention à une seule voix serait plus pertinente. Voilà. Maintenant, voilà, évidemment, la présentation est le fruit de nos réflexions communes, donc je tenais à le signaler ici. Alors, je vais aller relativement vite, évidemment, mais comme tout le monde, puisque j'ai les mêmes contraintes que tout le monde, et vous excuserez parfois sans doute le style un peu télégraphique de mon propos, mais c'est la règle du jeu, et je m'y plie bien volontiers. Alors, d'abord, première remarque sur le morcellement normatif du droit du travail, sur l'expression morcellement normatif du droit du travail pour un juriste français. En réalité, il y a quelque chose d'un peu paradoxal pour un juriste français, parce que le droit du travail désigne un segment codifié de l'ordre juridique, c'est-à-dire un morceau de l'ordre juridique positif. Et effectivement, ce morceau-là, d'une certaine manière, il n'est pas morcelé ou morcelable, sauf à considérer effectivement que ce morcellement est constitué par les différents niveaux de production de normes, mais c'est sans doute pour un juriste français une analyse qui, dans le cadre du projet qu'on développe, puisqu'évidemment les propos qui sont aujourd'hui tenus s'inscrivent dans un projet plus large, serait sans doute une position un peu pauvre. En revanche, le sujet prend tout son intérêt pour le droit français à partir du moment où on remplace le syntagme droit du travail par droit du rapport et des relations de travail. Parce qu'à partir de là, on admet que un certain nombre d'ensembles normatifs étrangers, le droit civil, le droit administratif, le droit pénal, eh bien, contiennent des règles, certaines règles, qui trouvent pertinence dans le champ de la régulation des rapports de travail salariés. Et ce morcellement, il est là en réalité, c'est-à-dire dans cette cohabitation entre différents ensembles normatifs relevant du même ordre juridique positif. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est ce morcellement, quel effet sur le droit d'accès au juge ? Et je vais, moi, ici, vous entretenir de la question du harcèlement, comme lieu d'expérimentation, finalement, du propos général que l'on tient. Alors, quelques remarques très générales. La première remarque très générale, c'est que la question du harcèlement, la lutte contre le harcèlement est un souci politique majeur depuis le début des années 2000 en France. Tout le monde est d'accord depuis cette date sur le fait qu'il faut absolument lutter contre les pratiques de harcèlement moral ou sexuel. Alors sexuel, je vous embête pas avec ça. La première législation sur le harcèlement sexuel datait de 1992, du mois de juillet pour le droit pénal, du mois de novembre pour le droit du travail. Mais c'est en 2002 que le harcèlement moral va faire son entrée dans le Code du travail français. Donc vous avez une sorte de consensus politique de lutte contre le harcèlement moral, un consensus des partenaires sociaux, syndicats et patronats de lutte contre le harcèlement moral, qui s'est inscrit dans un grand accord national interprofessionnel du 26 mars 2010. Et puis vous avez un ensemble légiféré relativement dense qui contiennent un certain nombre de règles relatives à l'interdiction des pratiques de harcèlement moral dans l'entreprise. Très bien. Sauf que vous avez, pour les victimes de harcèlement, moral ou sexuel, je ne distingue pas ici, différents obstacles. Alors, vous avez des obstacles que tout le monde connaît ici, qui sont d'abord d'ordre factuel. Par exemple, trouver les éléments, établir des éléments de preuve qui permettent de convaincre le juge de la réalité du phénomène que l'on subit. Donc ça, c'est effectivement des obstacles factuels. Il y a des obstacles liés à la pratique des juges, qui sont effectivement liés à principalement la faiblesse des montants d'indemnisation pour le préjudice subi en cas de harcèlement, et qui sont pas très incitatifs effectivement pour les gens, les victimes de harcèlement. Et puis il y a également des freins qui sont liés aux normes juridiques elles-mêmes. À mon avis, le premier frein, par exemple, un frein interne au droit du travail, comme segment de l'ordre juridique. C'est la transformation de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur en simple obligation de moyens, obligeant la prétendue victime devant le Conseil des prud'hommes à établir la faute de l'employeur dans la mise en œuvre de mesures de prévention. Ce qui conduit à ouvrir un autre front devant les juges du travail sur la question du harcèlement et qui peut être désincitatif à l'action. Bon.
Reste que les principaux freins viennent du fameux morcellement dont je parlais tout à l'heure. Premier exemple. On constate effectivement qu'entre le droit du travail et puis d'autres règles applicables aux relations de travail, je pense principalement au code de la santé et aux règles déontologiques qui s'appliquent aux médecins du travail, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'employeurs qui vont poursuivre les médecins du travail devant les conseils de discipline de l'ordre pour avoir osé témoigner d'un lien entre le travail et l'état de santé du salarié. Alors évidemment, vous me direz, les plus au fait me diront, mais non, le Conseil d'État ne dit pas tout à fait cela. C'est vrai, bien évidemment, mais il n'empêche qu'au-delà de ce que dit le Conseil d'État, il y a une stratégie clairement assumée par les employeurs et leurs conseils d'entraver effectivement l'immixtion du médecin du travail dans la procédure prud'homale. Donc on voit ici qu'on joue d'une certaine manière la déontologie médicale contre effectivement le droit du travail pour empêcher ou en tout cas freiner l'accès au juge. Deuxième chose, alors ce ne sont que des exemples, j'en aurais effectivement beaucoup d'autres. On l'a vu en matière de harcèlement sexuel. Cette fois, c'est le droit pénal qui va venir peut-être un peu freiner. En matière de harcèlement sexuel, pendant très longtemps, les victimes de harcèlement sexuel étaient elles aussi désincitées à porter plainte parce que dans l'hypothèse d'une relaxe au bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a un doute, les victimes, enfin le prévenu est relaxé, et bien systématiquement, par le jeu d'une double présomption, la victime était condamnée pour dénonciation calomnieuse. Systématiquement. Donc vous aviez effectivement, dans cette hypothèse-là, une crainte qu'on comprend fort bien de la part des victimes, qui consistait à ne pas agir sur le terrain du harcèlement sexuel, craignant effectivement ce jeu du droit pénal contre elle. Autre exemple encore, le droit des contrats. Et le droit des contrats et le droit administratif, qui ici, d'une certaine manière, fournissent une illustration, c'est effectivement la lutte contre le harcèlement passe par la libération de la parole. Il faut qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, disent « j'ai vu cela, j'ai entendu cela, je témoigne, bon, je relate des faits ». C'est ce que dit le Code du travail. Sauf qu'effectivement, on a vu se développer des employeurs commençant à dire « oui, mais non, l'obligation de bonne foi », alors qui a intégré désormais le segment droit du travail, mais pas au début, l'obligation de bonne foi contractuelle, de loyauté contractuelle, s'oppose à ce que des salariés viennent dénoncer des pratiques comme celle de harcèlement moral. Il y a une sorte d'obligation au silence qui rappelait effectivement, et on le voit en droit administratif aujourd'hui, l'obligation de réserve des fonctionnaires, où on dit aux gens « mais non, vous avez une obligation de réserve, vous ne pouvez pas dénoncer les pratiques dont vous estimez être victime ou dont vous estimez qu'un collègue est victime. » Donc on voit que là aussi, vous avez des jeux, des stratégies d'acteurs de mobilisation d'autres corps de règles applicables en droit du travail pour faire obstacle à la protection mise en place par le droit du travail en 2002. Alors évidemment, ce morcellement normatif se traduit par un morcellement juridictionnel qui va se rencontrer. Alors là aussi, je ne peux prendre qu'un certain nombre d'exemples courts. Premier exemple, effectivement, on constate aujourd'hui, par exemple, que le harcèlement moral est une infraction pénale également. Donc deux juridictions naturellement sont portées à en juger, le Conseil des prud'hommes pour le terrain droit du travail et le tribunal correctionnel pour le terrain droit pénal. Et bien sur le terrain du droit pénal, peu de tribunaux correctionnels sont finalement saisis, et là aussi, on pourrait tout à fait mettre en évidence le rôle des parquets qui ne jouent pas le jeu, et le ministère de la Justice non plus d'ailleurs, qui ne jouent pas le jeu et qui poursuivent finalement assez rarement les infractions de harcèlement moral ou ne poursuivent que les plus graves, c'est-à-dire instaurent une hiérarchie entre les harcèlements, alors même que la lettre de la loi n'y fait absolument pas référence. Mais, bien évidemment, vous avez d'autres exemples, et principalement entre un conflit de juridiction entre le Conseil des prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui va rejoindre le propos de Guylaine, me semble-t-il, sur effectivement cette distinction. On le voit apparaître, par exemple, lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude. Donc le médecin dit « vous êtes inapte » et le salarié dit « oui, je suis inapte, c'est vrai, mais je suis inapte parce que j'ai été victime de harcèlement moral. C'est le harcèlement moral qui conduit à mon inaptitude. »
Et alors là s'ouvre un gouffre, alors que la Chambre sociale tente de combler, la Cour de cassation française tente de combler tant bien que mal, qui est de dire, oui mais alors, ce préjudice, donc le salarié demande, il dit non, je demande l'annulation de mon licenciement. Oui, mais alors, qui est compétent pour prononcer cette annulation? Est-ce que c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale? Est-ce que c'est, au contraire, le Conseil des prud'hommes? Ah oui, mais si jamais le harcèlement a été reconnu comme accident... Donc tout cela pose effectivement un certain nombre de difficultés. La Cour de cassation, encore une fois, depuis un certain nombre d'années, tente de résoudre ces difficultés. Devant quel juge, nom de nom, ces questions doivent-elles être traité. Alors ça ne concerne évidemment pas que le harcèlement, ça concerne tout un ensemble d'autres problèmes, et on voit que sur le harcèlement, vous avez pour le salarié une véritable difficulté. On la retrouve également, et je crois que j'en terminerai par là, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, je le sens. Mon dernier exemple, cette fois, porte sur droit administratif, enfin, tribunal administratif, conseil des prud'hommes. Voilà un salarié protégé, un délégué syndical, un membre du comité social économique, enfin, un salarié qui a un mandat, qui est protégé au titre de ce mandat. Lui aussi est inapte, lui aussi prétend que son inaptitude est justifiée par le harcèlement moral. L'inspecteur du travail autorise le licenciement, puisqu'en France, il y a un système d'autorisation du licenciement délivré par l'administration du travail. Et alors la question ensuite se pose, mais diable, qui est compétent pour juger de la licéité ou de la légitimité du licenciement? Est-ce que c'est effectivement, est-ce que le Conseil des prud'hommes est compétent ou pas? Ah bah oui, mais il y a une décision administrative qui a été rendue sur l'inaptitude. Ah oui, d'accord, mais l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour remonter aux origines de l'inaptitude. Donc le Conseil des prud'hommes devrait être compétent, c'est ce que dit la Cour de cassation. Mais compétent pour quoi exactement? Pour invalider le licenciement? Ah bah non, c'est pas possible, puisqu'il a été jugé valable, puisqu'il y a une autorisation administrative et que le principe de séparation des pouvoirs manifestement s'y opposerait, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Donc vous voyez, ça pose un certain nombre de difficultés. Alors est-ce qu'on doit effectivement aller contester la décision de l'inspecteur du travail? Est-ce qu'on doit aller devant le Conseil des prud'hommes? Et si oui, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien ces incertitudes-là, qui sont d'ordre purement liées au choix de la juridiction, peuvent freiner là aussi toutes les bonnes volontés du salarié d'agir devant pour faire condamner son prétendu harceleur. Voilà, je crois que j'ai fini. Je ne pouvais pas aller plus vite.